Bienvenue à tous pour ce 43e podcast Manchester Devils. Dans ce podcast, nous allons revenir sur la courte et difficile victoire face à Fulham. Je vous rappelle avant de commencer que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte Twitter et Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre sur les différentes plateformes. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de mettre un petit commentaire et un petit like sur la vidéo, ça nous aide, ça prend pas de temps et c'est gratuit. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien. Donc, comme d'habitude, je suis accompagné de Jérémy, Salut tout le monde. de Mohamed Bonjour à tous. et de Adama. Salut à tous. Donc, on va essayer de changer un petit peu le format. Là, il y a disparition des tops et flops. On en a marre de taper toujours sur les mêmes. Donc, mais je vais juste commencer par nouvelle règle. Quoi, en fait, c'est que je vais quand même juste faire un flop personnel. Avant de parler justement du match et de la victoire face à Fulham, c'est l'information qui est sortie vendredi ou samedi sur la baisse des salaires et l'impossibilité de faire des heures supplémentaires pour les personnes du club. Donc je vais vous lire juste l'information. Donc Manchester United va considérablement réduire les heures supplémentaires de ceux qui travaillent à Old Trafford, au terrain d'entraînement et sur les installations de jeunes, ce qui, selon des sources, réduira de moitié les salaires de certains employés les moins bien payés. United affirme qu'il s'agit de moderniser une manière de travailler obsolète afin d'accroître la flexibilité, de répondre aux besoins et de veiller à ce que le personnel ait suffisamment de temps libre tout en maximisant la productivité. La plupart des personnes concernées gagnent entre 20 et 30 000 livres par an, un salaire qui peut être augmenté de 15 000 livres par an en cas d'heures supplémentaires. Ils affirment qu'on leur a dit qu'ils perdraient leur emploi s'ils n'acceptaient pas. United affirme que ces changements, qui font suite à une augmentation de salaire de 7%, ont été décidés après consultation. Donc, moi, ce genre d'informations me rend complètement fou. Qu'on se permette de baisser ce genre de salaire. C'est vraiment pas. Moi, plus que le sportif, c'est ce genre d'informations qui peuvent me faire quitter le bateau Manchester United. Ça valait la peine de faire les malins et de se vanter d'avoir continué à payer tout le monde pendant le Covid pour faire ce genre de choses. Réduire des potentielles heures supplémentaires. Donc leurs chiffres, ils font comme ils veulent, mais s'il y a 15 000, si le salaire de ces personnes-là est d'environ 30 000 livres par année et qu'il y a 15 000 potentiels en heures supplémentaires, dire que s'ils ont une base de travail de 40 heures par semaine, c'est-à-dire qu'ils feraient 20 heures sup par semaine. C'est la base, hein, c'est le calcul d'après une règle 3. Donc moi, ça me dégoûte de voir ce genre d'informations. Juste pour information, si on prend le joueur le moins bien payé du club, qui est du groupe pro, qui est Garnacho, qui touche 3 millions par année. Si on fait l'équivalent juste de ces heures supplémentaires, on pourrait avoir 200 employés qui feraient des heures supplémentaires pour s'occuper du terrain. Donc, et c'est pile 200, donc d'après les chiffres. Donc juste pour... Et si je prends que chaque personne fait 15 000 pounds d'heures supplémentaires, bref, juste pour mettre un gros tacle au club, parce que ce genre d'informations-là, moi, me dégoûte un peu quand on paye des joueurs 450 000, 400 000 par semaine, de voir qu'on joue là-dessus, ça me dégoûte. Antoine, moi j'ai une suggestion, c'est pas un flop ce que tu as annoncé. Pour moi, ça rentre dans la section concret, c'est carton rouge quoi. Ouais, c'est carton rouge direct. Ça c'est hors de question, c'est innommable ce qu'on entend. Ouais, comme tu le dis, c'est à vomir, ça te dégoûte et on le disait la semaine dernière par rapport à Bobby Charlton que c'était on commençait petit à petit à perdre notre histoire. Là, j'ai l'impression qu'on commence aussi à perdre nos valeurs et ça, c'est encore pire ça. Il le fera pas parce qu'il a jamais réellement fait publiquement, mais pour info, Sir Alex Ferguson est réputé très partie prenante dans le parti travailliste en Angleterre, qui équivaut à la gauche chez nous, même si ça reste plus à droite que notre droite. Mais bref, c'est un autre débat ça. Mais du coup, lui, il a toujours eu la valeur de travail. Il a toujours dit que c'est ce qu'il avait inculqué au club, la valeur de travail. Je pense que là, on ne peut pas faire une déclaration plus à l'opposé de ces valeurs-là. Donc c'est incroyable, c'est dégueulasse. Et ça me fait penser on s'était bien moqué, en tout cas sur les réseaux sociaux, quand Arsenal ne pouvait plus payer sa mascotte et que c'était Özil qui avait payé son salaire, ou je sais plus quel joueur. Oui, pour le faire rester, ouais, tout à fait, ouais. Et on s'était bien moqué d'eux et nous on faisait les fiers parce que notre club avait payé tout le monde pendant le Covid.
sans prendre les prêts de l'État, je trouve un peu comique, sachant que selon le calcul, c'est 200 employés qui feraient des heures supplémentaires. Hein. Je ne dis pas c'est pas 200 employés en comptant leur salaire. Et juste pour information, après on va passer au match, mais je suis allé voir les statistiques des employés parce que vous pouvez le voir, hein, ils sont déclarés. Et ça, c'est un petite info pour Adama. Dans le club, on a un peu plus de 1100 employés. On n'a que 189 qui sont sportifs. Donc dans sportif, il n'y a pas les joueurs qui sont comptés. Hein. Mais 189 et on a 150 employés commerciaux. Juste, donc un club commercial. Exactement. Donc voilà pour mon coup de gueule. Ce qui me dérange le plus vraiment dans la déclaration, c'est en gros s'ils acceptent pas, ils sont virés. En gros, ils n'ont pas le choix. Quoi. J'ai marqué. On peut. Oui, ils ont le choix. Un terrain d'entente. Non, ils ont le choix. Oui. Ils ont le choix de rester ou de partir. Quoi, mais, et j'ai marqué sur notre groupe, c'est quelque chose que j'ai vu sur Twitter, donc je vais pas en prendre la paternité, mais il n'y a pas moins United que Manchester United depuis un moment. Quoi. Donc que ce soit avec le staff, avec les joueurs, avec les employés, on n'a rien d'uni dans ce club, et l'incertitude avec les Glazers n'aide pas, mais là ça. Bref, c'est un coup de gueule. Ouais, ça devait pas prendre longtemps, ça a quand même pris 5 minutes, donc un petit coup de gueule. Non, mais c'est pas grave, ça méritait. Ça faut pas se voir toujours trop beau, dire qu'on est les meilleurs, on est le meilleur club au monde et faire croire que c'est que du sportif. Ça fait très longtemps que le problème a dépassé le sportif. Exactement. Donc on va repasser au match de hier, donc match à Fulham, une victoire 1-0 sur un but à la 89e, fin du match, tout à fin de match, sur une magnifique action construite. Petite question. 91e. On parle pas du tout de Newcastle ou c'est volontaire ou... Si tu veux, on peut parler de Newcastle, mais de quoi? Ce match n'a pas eu lieu, donc. Alors, il faut que vous sachiez que je crois que Adama fait un micro AVC, qu'il a des problèmes de mémoire, donc je crois qu'il va vous on lui souhaite pas, mais il a fait un blackout. De quoi Je ne sais même pas de quoi vous parlez en plus. Ce que je vous propose, pour pas qu'on fasse longtemps, ce que je vous propose, c'est qu'on oublie ce match. Ouais. Et qu'on reste sur la défaite face à City. On peut juste dire on est éliminé de la Carabao Cup. On était tenant du titre, c'est tout. Et que ce match est sûrement on voulait pas la jouer de toute façon. On est comme on a trop de matchs à jouer, il faut économiser, il y a trop de blessés. Donc je vous propose qu'on l'oublie. Ce match n'a jamais eu lieu. Donc le match face à Fulham, match ennuyeux. Dès qu'il a mis la composition, donc Rashford a été absent pour une blessure à voir. Il a dû prendre un coup vendredi matin. Donc, non, je le pense plutôt vendredi soir en soirée, non? Ouais, dans la vendredi et samedi matin, ouais, dans la soirée. C'est petit ça. Il a trébuché dans les escaliers de la boîte. Ouais, je crois qu'il va sortir par le videur ou un truc comme ça, je sais pas, bref. Mais c'est vrai qu'il n'a pas précisé si c'est à l'entraînement. Si, c'est à l'entraînement. Donc Garnacho a commencé le match titulaire. Une équipe où il n'y avait pas trop de surprises, hormis Dalot et Wan-Bissaka qui ont joué derrière. Ça montre que la prestation de Reguilón a laissé des traces. Bizarre que la prestation de Dalot n'ait pas laissé des traces aussi face à Newcastle d'ailleurs. Ce match n'a pas eu lieu. Donc avec McTominay aussi au milieu, ce genre de joueur, je vais juste le dire pour McTominay, McTominay est un mauvais joueur de A à Z. Par contre, quand tu vois l'état mental, et on reviendra après de cette équipe, tu as besoin de joueurs comme lui. En ce moment, oui. Parce que c'est le seul. Même dans les déclarations avant, après match. Oui, bon, par contre, ça me rend fou qu'ils se permettent de faire des déclarations comme ça, comme si c'était Roy Keane, mais au moins lui, ça reste un guerrier. Donc le match, exactement, le match, victoire 1-0 sur un but très bien construit de Bruno sur une perte de balle de Newcastle. Il va pas le dire, hein. Il va pas le dire. Laissez-moi faire le déroulé de l'action. Donc perte de balle de Fulham, je sais plus quel défenseur. Bruno qui passe à McTominay, qui perd la balle, ça trébuche et ça pousse le ballon sur le pied de Pellistri, qui rend la balle à Bruno, et Bruno qui marque. On est très dur d'habitude avec Onana. Leno doit mieux faire, à mon avis. Oui.
Ça nous sauve. Oui, mais si Reno fait un bon match en plus. Hein. Si c'est Onana qui l'a fait, on aurait dit tu dois l'arrêter. Donc, mais c'est pas, il s'est pas troué. Non, il s'est pas troué. Non. Mais il est un peu en retard, on va dire. Il est en retard et puis lui aussi, il est masqué par quelques joueurs. Ouais, c'est normal, il y avait la moitié de Manchester qui était dans la surface. En fait, c'est pas une boulette, mais tu peux pas lui dire il pouvait rien faire. Exactement. Que des fois tu dis d'un gardien. Donc sur ce match-là, on va pas se mentir, ça a été le summum de l'ennui. Deux équipes qui sont en crise. Fulham qui ne marque pas, Manchester United qui ne crée pas d'action. Et au final, on a vu ce qu'on disait, je crois que dans le dernier podcast, sur le jeu de passe et le jeu de transition. Tu peux pas faire de jeu de transition quand tu t'appelles Manchester United, baser ton jeu là-dessus, parce que les équipes vont t'attendre. Et c'est ce qu'on a vu Fulham. Fulham, je pense que s'ils ont fait 1% de pressing hier, c'est énorme. Ils ont laissé la balle dans les pieds de Evans et Maguire. Et la lenteur. Et bloqué Eriksen. Donc voilà, et exactement, Eriksen qui a été très, très mauvais, on en reviendra peut-être après. Mais donc voilà une victoire. Moi, je retiens que la victoire. Adama, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce match? Pareil que la victoire, parce que je me suis ennuyé comme pas possible. Je me disais, lorsque McTominay a marqué, parce que pour moi, il a marqué, il a vraiment marqué. Je me dis, il n'y a eu que 1-0. Hein. Je me dis, c'est bon, on peut espérer un peu mieux. Mais après, tout le long du match, Fulham n'a pas été dangereux. Et nous aussi, on n'a pas été dangereux. On n'a pas su faire une passe vers l'avant en repartant de derrière. Donc, quand Onana avait la balle, quand il a donné à Maguire ou Evans, il cherchait Eriksen, mais Eriksen était bloqué par deux joueurs adverses. Il a été mauvais, mais il était toujours pris en double, en fait. Hein. Alors, il n'était pas pris en double personnellement, mais il était dans le positionnement. Grâce à un très grand pressing de Andreas Pereira. Ouais, El Craquito. C'est toujours ta photo de profil sur le forum? Toujours, ouais. Je songe à acheter son maillot à Fulham. Il a pas été dégueulasse. Non, il a fait du pressing. Il n'a pas beaucoup touché le ballon. Mais... Depuis l'année passée, en 10, il n'est pas moins bon que ce qu'on a à nous. Hein. Non. C'est un peu le problème. Il finit la saison à 5-6 passes D, 3 ou 4 buts. Moi, je le fais volontiers revenir pour mettre à la place d'Anthony. Hein. C'est un club à sa mesure. Ouais, exactement. Clairement, exactement. Donc c'était pas un mauvais joueur et c'est voilà, donc un club à sa mesure, il peut faire certaines choses. Ouais, mais sinon en fait, c'était très simple, c'est qu'ils ont bloqué Eriksen, mais en fait quand c'est comme ça, Bruno redescend, McTominay redescend pour essayer de trouver une solution, pour créer un décalage, parce que s'ils sont deux sur Eriksen, donc forcément il manque une personne autre part. Et ça c'est des choses qu'on fait pas. On fait pas parce qu'on l'a pas travaillé ou parce que les joueurs ne savent pas le faire. Là, j'ai pas la réponse à cette question et moi ça me dérange parce que du coup ça balance. On balance et on sait qu'on va jamais récupérer les ballons. Alors j'ai peur qu'il y avait un peu des consignes. Preuve en est, Højlund n'a récupéré 0 ballon aérien. Ça, on va en parler tout à l'heure. Mais duel perdu par Højlund en première mi-temps. Ouais. Dans ce que tu dis, j'ai peur aussi qu'il y ait une partie consigne coach parce qu'on avait vu sur quelques matchs un des deux centraux monter régulièrement. Oui. Souvenez-vous. Et sur ce match d'hier, non. Les deux, ils sont cloués devant la surface. Hein. Il y a qu'en fin de match. En fin de match, c'est un peu différent. Il faut prendre des initiatives. Donc, si tu vois que ta première relance avec Eriksen est bloquée, soit le porteur de balle monte avec le ballon, donc ça va forcer un décalage, ou Bruno doit redescendre, McTominay doit redescendre, ou en tout cas apporter des solutions supplémentaires. En tout cas, c'était pas fait. Les joueurs restent figés, on balance, on récupère pas, et après, voilà, on se fait. Je pense qu'en ce moment, les consignes et les tactiques, c'est surtout les gars, sauf qui peut gagner. Il n'y a pas vraiment, je pense qu'il n'y a pas de travail. Si, mais on se focalise vraiment sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est les 3 points. Et comment c'est pas très compliqué ce que je dis. Hein. Non, mais c'est même pas compliqué, c'est que c'est même utile en fait, parce que quand t'es bloqué, au bout d'un moment, il faut bien apporter un surnom en fait. Mais tu l'as très bien dit toi-même. Le problème dans ce match, c'est ce que je dis depuis le début de sa carrière pour un et puis depuis au moins 2 ans pour l'autre, c'est que dans ce système, dans ce format-là où tu bloques Eriksen, et Eriksen dès qu'il a eu la latitude de toucher la balle, il a été complètement dégueulasse. T'as l'impression que c'était pas Eriksen.
Et en fait, le problème, c'est que, McTominay, il est jamais où il faut. Donc, quand on a la balle, il est tout le temps avec Højlund, donc il bloque Højlund. On est toujours sur les zones, hein. Et quand il doit redescendre, il doit être tellement fort à cache-cache parce qu'il fait il redescend, mais de façon alibi. Et quand il revient pour vraiment reprendre la balle, c'est vraiment qu'il n'y ait aucun risque. Et puis c'est pour faire la passe soit à ton latéral, soit à ton. Comme ça. Et Bruno, il est partout et nulle part. Donc, mais on l'a vu avec Eriksen, qui en plus ne peut plus prendre un duel parce que il se fait complètement bouger dès qu'il y a du pressing. Mais quand c'est Amrabat, c'est la même chose, sauf qu'Amrabat se fait moins bouger au duel. Et quand c'est Casemiro, c'est la même chose. Aucune équipe ne peut jouer avec un seul gars au milieu de terrain. Et nous, on en a 3 sur le papier, mais dans la zone du milieu de terrain, on en avait. Alors il y a Dalot qui a repiqué un peu dans l'axe quand on avait la balle. Mais bon, vu ce qu'il fait du ballon, je sais pas si je veux vraiment que ce soit lui au cœur du jeu. Je vais le dire, hein, mais Bruno, vraiment, je crois qu'à son poste en termes d'importance en première ligue, et je pense même plus loin, mais je regarde que de la première ligue, donc je vais m'arrêter à la première ligue. Je pense qu'on a le joueur le plus faible entre les lignes. C'est à son poste, je n'ai rarement vu un joueur sur qui on est censé autant compter être mauvais entre les lignes. C'est incroyable. Il ne sait pas créer un mouvement, et il ne sait pas ni créer un mouvement en se rendant disponible, ni créer un mouvement pour rendre quelqu'un d'autre disponible. C'est incroyable. La seule chose qu'il sait faire, c'est venir presser en sprintant. Ça, il sait le faire. Et il presse énormément. Ça, tu peux pas toucher son volume Lingard savait le faire. En termes de pressing. Ouais. Mais là, jouer entre les lignes, on dirait que c'est un truc qui n'existe pas, quoi. Si tu regardes, incroyable. Moi j'ai regardé ça, ce match, après j'ai regardé City. Tu regardes 2 Portugais qui Bernardo Silva. Exactement, 2 Portugais qui jouent le même rôle. Il vole sur le terrain, il est partout. Il flotte, ouais. Mais il est pas nulle part. En fait, c'est ça. En fait, les 2 joueurs sont partout, tout le temps. Ouais. Je pense que Bruno et Bernardo courent autant. Vraiment, ce que Bruno, on peut pas lui reprocher. Mais t'en as un qui sait où il faut courir et l'autre, t'as l'impression qu'il est tout le temps. Entre les lignes. À nous, Bernardo, c'est incroyable. C'est travaillé. Déjà, parce que. Ouais, il le faisait déjà aussi, à Monaco. Niveau physique, ils sont très secs, les joueurs de City. Parce qu'ils travaillent en ce sens-là. Mais nous, on peut pas travailler parce que si on travaille trop longtemps, il rentre et il fait nuit. Non, mais nous, ça va s'améliorer parce que le cuistot, il peut plus faire d'heures supplémentaires, donc du coup, il y aura moins de bouffe à la cantine. Il n'y aura plus à bouffer. Et non, surtout que les joueurs doutent de la tactique et doutent de la préparation physique. Donc, ouais, mais les gars, les maillots, ils sont trop serrés aussi, c'est pour ça. Au niveau des mollets, c'est pour ça. Au niveau des chevilles, c'est vrai, heureusement qu'on n'a pas fait des choses, on a fait des chaussettes extensives, parce que certains au niveau des chevilles. Mais... Malheureusement, et en fait, dans ce contexte-là, les gars, ils peuvent pas performer. Je suis désolé. En fait, je retire tout ce que j'ai dit. Ils ont maillot trop serré. Ils peuvent pas respirer. Je retire. Ils peuvent pas respirer. On peut rien faire. Je retire. Non mais sérieusement, bon là on a donné des infos qui sont vraiment sorties. Des fois, vous avez pas l'impression des fois qu'on est sur Netflix? Tu dis c'est pas possible. Ils vont nous trouver une dinguerie à chaque fois. Secret Story chaque jour. On est les Kardashians quoi. Ouais, mais en fait on n'est pas sur Netflix, on est sur Non. La chaîne Entertainment. C'est plutôt ça, on est plus proche de ça en fait. Hein. Entre ce qui se passe en prison et ce qui se passe en fait on n'est pas sur Netflix mais on est sur Salto. La version Lidl de Canal+. Qui a fermé, non? Oui, je crois qu'ils ont fait faillite, comme nous. En fait, mais... non, il n'y a que financièrement qu'on va bien. Est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose, Jérémy et Mohamed, sur ce match-là en particulier? En fait, je te fais une ouverture du pied pour ce qui arrive après, parce que nos joueurs ne savent pas le faire. Alors, on le fait en podcast, mais bon, on avait quand même un gros problème de mental, clairement. Et en fait, un joueur illustre clairement le problème de mental, et après, on rebondira là-dessus, mais McTominay, il est en mode, dans sa tête, depuis 3 semaines, il est en mode, je suis le meilleur numéro 9 du monde. Warrior. C'est incroyable. Ouais, mais en fait, dans sa tête, il sait qu'en ce moment, c'est parce que tous les médias disent que c'est un des meilleurs buteurs en équipe nationale là, pour les qualifications. Et c'est actuellement notre meilleur buteur en club. Donc voilà. Ah, il a dépassé Casemiro? Du coup, ouais, je crois. Ils sont à 3. Ou ils sont égalités. T'as Højlund aussi à 3. Ah, puis t'as Bruno qui a 4, je crois, maintenant. En première ligue, je pense. En première ligue. Et du coup, dans sa tête, tu vois, il est en mode Unagi, il est en mode je suis le meilleur numéro 9 du monde. Donc, et c'est là où tu vois qu'en fait, le mental, c'est énorme parce que finalement, il est capable d'aller marquer des buts parce que dans sa tête, il sait qu'il peut. C'est incroyable. La balle va tomber sur lui. Voilà, il a levé un verrou. Les ballons. Et c'est là où tu te dis,
quand même, le mental, c'est important. Et en fait, c'est là que tu t'aperçois aussi que lui a déverrouillé ça, mais que les 10 autres joueurs, ils ont un verrou mental en ce moment. Parce que lui, il peut jouer que sur incroyable. ça. Oui. Il peut pas jouer Mais Je sur un pense pas autre que ce levier. soit le mental. Je pense que c'est sa mentalité. Il a une Ouais. mentalité, je vais pas dire elle est irréprochable parce qu'il y a quand même des choses à Il se reprocher. prend pour ce qu'il est pas. Ça, c'est son problème. Exactement. Mais en tout cas, il est toujours en mode guerrier. Il est toujours en mode je me bats pour le. C'est un Lui, il lâche Écossais, jamais le donc, club. Lui, il lâche jamais le club. Oui, c'est ça, Ouais. c'est ça. Ça, tu peux pas lui enlever. Et je voulais ajouter une stat aussi, alors que là, c'est pas McTominay, mais c'est du coup, parce que c'est le match de Fulham qui l'a mis vraiment en exergue. Højlund, il est à 160 minutes où ses partenaires n'ont pas créé une seule occasion de but pour lui. Il est à 160 minutes de jeu consécutives où on n'a pas été capable de le mettre en position de frappe. Et ça illustre parfaitement ce que je dis sur le jeu offensif. Incroyable. C'était une de nos craintes, les gars. Sur un podcast en début de saison, en pré-saison. C'est moi qui avais dit, j'avais dit que ça me rendrait fou si ça arrivait. Vous souvenez-vous, j'avais dit il y a peur qu'on joue pour Rashford et tout. Et alors là, je vais justement vous dire, il y a Ferdinand qui a fait une sortie que j'ai trouvé très juste là-dessus. Et mais vous avez vu, pour la première fois, quand il est sorti, il a exprimé son mécontentement. Pour la première fois, Højlund. Ouais, il était pas content. Bah après, il a réuni à se mettre sous la dent. Et puis ça fait un moment parce que 160 minutes, ok, t'as le match contre City où c'est peut-être normal qu'on se crée pas 25 occasions. C'est les 3 derniers matchs. C'est un cumul des 3 derniers matchs. C'est pas normal, mais donc il a montré pour la première fois et lui, c'est un des seuls à la fin quand il sort, son maillot il est trempé. Quoi qu'il arrive, parce que lui, alors sauf que lui, il a beaucoup plus de talent que McTominay, mais lui, il est là pour Manchester United. Pas pour lui et tout. Et justement, je vais ressortir la phrase de Ferdinand. Ferdinand, c'est ce que j'allais dire, j'allais la dire. Il dit, alors, toute la première partie, il a dit où il aimerait parler avec Eric Ten Hag de Højlund. Et il y a un truc que je trouve hyper juste, et c'est sur la mentalité de nos deux ailiers. Parce que Pellistri le fait moins, mais a moins de talent. Il dit, en parlant de Ten Hag, a dit dans ses conférences de presse qu'on voulait jouer de manière plus directe avec des joueurs comme Højlund et Rashford qui peuvent jouer en contre. Mais trop souvent, Manchester United, quand il dit il joue sur le côté et la qualité sur ses ailes est loin d'être suffisante. Anthony ne veut pas centrer, son premier réflexe est de voir ce qu'il peut faire pour lui-même. Marcus est plus un attaquant qui veut aller au bout et voir s'il peut finir par lui-même. Et donc, donc il est un peu dans le sens du poil. Ouais, il est beaucoup plus sympa avec Rashford. Avec Rashford. Il tombe pas que sur Anthony, c'est mais, bien ça. Mais ces deux joueurs-là, pour moi, ils ont un problème de mentalité. Rashford, mental aussi, parce que Rashford, depuis des années, et là je tombe pas sur le joueur, mais mentalement, s'il a des pics autant haut et autant bas, c'est qu'il, pour moi, il cogite trop. Et le 2 contre 1. Non, il y avait un élément de réponse que vous aviez apporté, c'est que il est mis en mode idole du club, enfant du club. Donc peut-être que lui aussi il se prend pour ce qu'il n'est pas. Et donc c'est un des problèmes. Garnacho a un peu ça, sauf que Garnacho, il a encore des jambes de feu et quoi qu'il arrive, quand la balle est dans sa zone, t'as un dynamisme. Il se passe quelque chose. T'as un dynamisme. Il a un déchet qui commence à être comme. Attention, il a 19 ans. Hier, par exemple, il a été pas mal. Il n'a pas manqué hier. Vous l'avez entendu, le cri d'Oyon quand Garnacho n'arrive pas à lui passer le ballon? Moi, au début, je pensais que c'était dans le stade, moi. Ouais, il lui dit que c'est une mode de terre, mais c'est pas une mode de terre. C'est qu'il rate son centre, là. Et donc, après, il dit, quand Højlund fait ses courses, le ballon n'arrive pas dans les zones. Il a fait une course fantastique en première mi-temps et il a réclamé le ballon. C'est cette action-là que tu dis, qui a fini par être mal centré par Garnacho. Il fait de très bonnes courses, il faut jouer sur ses points forts. Il n'est pas assez âgé pour s'en prendre à quelqu'un et lui dire, donne-moi le ballon. Il n'en est pas encore là. Ruud van Nistelrooy, j'ai vu des joueurs pleurer à cause de ses exigences quand le ballon ne lui était pas donné. C'est-à-dire que Van Nistelrooy, si tu arrivais sur le centre et tu ne centrais pas, donc voilà. Et en fait, le problème, c'est même ce qu'il a fait partir de chez nous. Cristiano, il a dû pleurer, je pense. Mais c'est pour ça, c'était le problème. Ruud van Nistelrooy est parti parce qu'il se prenait la tête avec Cristiano à ce sujet. Et Ferguson a tranché en faveur de Ronaldo. Et pour moi, là, il y a deux types quand j'ai mis. C'est pour ça que je voulais parler du mental et de la mentalité. Parce que pour moi, c'est deux choses un poil différentes. Ça veut dire que pour moi, il y a des joueurs qui ont la mauvaise mentalité, qui ont cette mentalité. Comme il le dit très bien, fils unique, mais il le dit très bien Ferdinand, où il a dit, je vais regarder ce que je peux faire moi, et après on verra. Anthony, c'est un symbole énorme, sauf qu'Anthony, en plus, toi, tu as pu le voir par après, Jérémy, vous avez pas vu ce que j'ai montré. Sa sortie, quand il veut pas checker la main de Ten Hag, et en plus, il boude quand il remonte, c'est hallucinant, en sachant le traitement qu'il a par rapport à certains. Mais
en fait, toi, pour moi, Anthony, Rashford, Bruno et Dalot aussi, ils ont ce problème de mentalité où Dalot, alors il a marqué une fois un shoot hier, c'est le gars qui shoot le plus du match. Et il n'y a pas un ballon qui est marquable, on dirait. Cadré. Oui, qui est cadré. Même pas cadré, on va se dire sur du cadré. Et donc, ils veulent tous faire leur action individuelle. Les shoots de Bruno, ça passe jamais. Les shoots de Rashford, il y en a tellement qui sont contrés parce que c'est des shoots qui n'ont aucune chance. Et les shoots d'Anthony, ben, c'est bon, les gardiens et les défenseurs, ils ont compris, quoi. Donc, et en plus, ils sont pas souvent. Donc, il n'y a même pas de force. Ouais, et puis en plus, tu sais ce qu'il va faire. Tu sais qu'il va rentrer. Puis je voulais vous laisser le dire. Manque de calcium, elle est notée, celle-ci. Et donc, pour moi, ça, c'est des joueurs qui ont un problème de mentalité parce que ben, ils travaillent pas pour Manchester United. Comme une somme d'individualité. Exactement. Et pour moi, il y a l'autre partie qui a un problème mental et qui a un problème. On voit quand même qu'on a une crise de confiance énorme. Et pour moi, le symbole hier, c'était Eriksen. Eriksen hier. Et ça n'a jamais été un joueur réputé très bon mentalement. Mais quand je dis très bon mentalement, c'est que c'est un joueur qui a des failles. Il n'était pas aidé. Généralement, c'est monsieur propre, donc il a rarement eu autant de déchets de sa part. Et des passes à 3 mètres. Et tu regardes aussi Maguire, on a parlé, Maguire c'est pas un bon joueur avec les pieds, mais c'est où je suis d'accord avec ce que tu disais Adama la semaine passée, c'est des joueurs pro, normalement ils doivent le faire, mais ils n'arrivent pas à faire une passe à 3 mètres sans prendre 10 secondes pour vérifier qu'il va rien arriver. Bah ouais, mais ça, le coach il est pour rien, ça. Ces 10 secondes-là leur fait perdre l'avance qu'ils avaient. Et puis à chaque fois ils le font. Que ce soit Lou Evans, se mettre sur le pied et Wan-Bissaka le fait aussi, pour d'autres raisons. Wan-Bissaka, tu peux dire, c'est pas mental, lui. Il est un peu plus limité, c'est pas grave. Dalot, mais les autres. Dalot, Anthony, Rashford, Garnacho, lui c'est le contraire, il réfléchit pas. Après, tu peux aussi ajouter, tu peux ajouter le fait qu'il n'y a pas de mouvement autour. Donc, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est que chez nous, c'est une double peine parce que tu n'as pas de mouvement. Parce qu'en fait, tu peux avoir des défenseurs qui font ça quand devant eux, ça bouge. Si ça fait que bouger, au contraire, tu mets le pied sur le ballon, tu regardes les solutions, tout bouge en même temps, tu es obligé d'analyser, ça te prend 2-3 secondes. Mais chez nous, ils mettent le pied sur le ballon alors que c'est des plots. Bah, à un moment donné, les gars, pour faire une passe à un mec qui bouge pas, t'as pas besoin de mettre 10 secondes en fait. En première mi-temps, c'est là pour moi ça a le plus choqué, et Eriksen en deuxième. Tu te dis, mais les gars, ils sont dans un trou noir. Et hier, je suis désolé, hier et le match contre Newcastle, même si ça me rend fou de voir McTominay titulaire et qu'il y a des choses à lui reprocher, les passes ratées, ça, tu peux mettre Harry Potter en coach. Il pourra rien changer. Et il y a des choses, tu te dis, en fait, il n'y a pas de. Autant il est bête, mais il l'explique super bien, Evra. Même à l'entraînement, tu pouvais pas merder quand tu étais dans ce Manchester United là. Et c'est pas les coachs. Et c'est pas les coachs qui. C'est pas Ferguson. Bon, déjà, il était entre eux les joueurs. Non, oui, déjà, c'est pas Ferguson qui est l'entraînement. Mais c'est Roy Keane, c'était un peu tard pour lui, mais c'est surtout Vidic, des Ferdinand, des Rooney, des Giggs, des Scholes, des champions. Et exactement, si tu faisais ce que Dalot a fait sur le premier but de Newcastle, tu le faisais à l'entraînement, tu étais dégagé. Et c'est les joueurs entre eux. Alors que là, on n'a pas de leader. Et toi, pour moi, un autre problème mentalité, où les joueurs ne jouent pas pour le badge. Maguire, même s'il est meilleur, même si les 2 matchs face à City et Newcastle, une catastrophe. Hier, on gagne un match où il a été très bon dans le duel. C'est tout ce qu'il a fait de bien. C'est tout ce qu'il a eu à faire. Avec la balle, c'était compliqué. C'est sa qualité, il l'a bien fait. Donc, quand un joueur, on l'a acheté pour une qualité et il est très bon dans la qualité qu'on l'a acheté, il faut le dire aussi. Mais la première chose qui arrive, il a des gens dans les médias qui bossent pour lui, c'est pas possible. En fait, mais même lui, il va poster sur Instagram des stats. Sa sœur, elle tweet beaucoup. Et ouais, c'est-à-dire que tu vois, c'est ton ancien capitaine. Et en plus, tu peux aussi parler de mentalité, toi. Sancho, je suis de son avis sur ce qu'il a dit, mais en faisant ça, il ne pense pas au club, il pense à lui et lui-même. Maguire qui fait des campagnes de pub dès qu'il fait 2 bons matchs face à 2 relégables, ça, c'est pas pour Manchester United, c'est pour Maguire. Pour le défendre, c'est que à l'inverse, dès qu'il fait un truc, lui, mais c'est jamais le club. Lui, il a c'est jamais le club. Il se prend des taquets. Non, franchement, il se prend des taquets.
qui sont pas franchement, mérités. Il y a un délit de faciès Pas sur la Maguire. connerie par de la Ouais. connerie. Non, mais c'est vrai que c'est il y juste a pour un montrer- acharnement sur lui. Ouais, c'est il y a vrai un que- acharnement et donc lui, à l'inverse, il se défend comme il peut. Tu vois, par exemple, si je prends, T'as pas besoin. C'est moi- vraiment pas pour le défendre. Hein. si je prends pour moi le seul joueur avant lui que j'ai connu vraiment qui a pris une vague de haine autant que Maguire, c'est Fellaini. Fellaini, j'ai Ouais. pas vu des tweets dès qu'il marquait ou sur Instagram où il disait quand je rentre, je marque. Hein. Tu vois. Et ça me Ouais. dérange un peu. Et en fait, c'est Mohamed qui a dit, c'est pour ça que après on passera au prochain sujet, parce que je n'ai pas rajouté quelque chose, bien sûr. C'est que on a une somme d'individualités qui ne jouent pas pour le collectif. Et au final, ça commence à se voir sur certains joueurs. Højlund, la phase où il disait rien et courait partout est terminée là. Ouais. Et à juste titre, comme tu as dit, 160 minutes sans lui créer une. Ah ouais. Et on parle pas d'une occasion à 6 mètres où tu dois marquer. Hein. En fait, ça peut créer deux choses. Soit il va commencer à gueuler sur ses partenaires, ou soit il Soit va il rentre dans le rang. rentre dans le rang, il Il arrête va de faire rentrer des dans le appels rang. dans le vent, et Il il va- va, Que il je va disais hier marquer, dans il le va, groupe, il va rentrer dans le rang. Parce il va se que transformer en Martial. Et- C'est-à-dire que quand j'ai la balle. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, moi, je crois que ça a été mon flop sur les 6 premiers matchs du podcast, et à chaque fois, les leaders, on n'a pas de leader de club. C'est-à-dire Pourtant, qu'on n'a Ten Hag fait que dire ça. Hein. On a Oui, des bons ouais. gars dans le vestiaire, des Oui, mais des leaders bons gars, vocaux. Ouais, mais est-ce que c'est vrai? Mais Parce bon. que même ton capitaine, alors on a mis le titre, c'est il faut sauver le soldat Ten Hag, et c'est lui qui le sauve, ça frappe. Son match est catastrophique jusqu'au but. Un nombre de ballons perdus bref, en fait, le Bruno qu'on n'aime pas depuis au moins ce début de l'année. Et tu regardes, mais par contre, c'est le premier match, je pense qu'il s'est remis en question, lui. Sur certains, il a moins gueulé sur les autres. Ouais. Ah, Non, ouais, ouais. j'ai vu une attitude différente. Je suis d'accord Il avec a, toi. Antoine. il a un peu encouragé, et En fait, il a il me moins fait gueulé. penser à Verratti. Il parle pour parler. Des fois, il n'y a pas besoin. Oui. Ouais, mais il me saoule à simuler aussi à chaque fois, au moindre contact, à pleurer par Ouais, terre. À au la Ça me moindre saoule. rigueur, ça, c'est autre chose. contact, Mais je veux dire, toujours parler. Ouais. Un arbitre, c'est très bien que tu vas pas le déjuger. Enfin, ça fait combien de temps que tu parles et ça change rien. Donc, au bout d'un moment, Surtout qu'en économise plus, ton énergie. c'est pas parce que tu parles pas que t'as pas de caractère. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Je vais juste finir pour compléter ce que disait Et Antoine. là, je t'ai mis une passe D. Ouais, t'as fait une passe D, j'avoue. même De Bruyne ne l'aurait pas faite. J'avoue, en fait, tu sais, quand tu disais on n'a plus de leader actuellement, les derniers leaders qu'on a eu, c'est facile parce qu'en plus, ils correspondent dans la période où vraiment parce que le club est parti en vrille, c'est Rooney, Carrick. Et d'ailleurs, il y a, c'était, je sais plus lequel des deux, Matic. si c'est peut-être pas eux Matic. deux qui l'ont sorti. Non, mais même, Matic. j'ai souvenir qu'il Matic, disait il qu'un était jour, pas- un Ole jour, Gunnar Carrick lui et a fait Rooney, perdre sa légitimité. ouais, mais un jour, Carrick et Rooney, ils rentrent dans le vestiaire après un match perdu. Et C'était Rooney. il y avait Lingard et Pogba en train de danser. En train de danser. Et ils les ont éclatés. Et en fait, c'est ça le manque de leader d'une équipe. C'est ça le problème, en fait. Et quand on parle de Pogba Lingard, donc on était déjà, quand le club allait déjà moins bien, on avait quand même encore des leaders. C'est-à-dire qu'on a encore franchi une étape, on a franchi un cap encore dans le moins bien. C'est incroyable. Et tu regardes, en fait, on n'a pas d'unité et on a de nouveau le retour des clans. On a des leaks qui sortent de partout de nouveau. On est dans les mêmes heures que la fin. Dès que le bateau tangue, Fin et- Solskjaer. Et honnêtement, en plus, ils sont bêtes. Après, on va passer à l'arbitrage. Ils On sont a bêtes. raté le titre. Et Manchester United. ouais, c'est vrai, ça on a autre chose à faire. Purée, trop tard. Mais Je pense qu'on peut le garder. Hein. et le problème, c'est que en plus, ils sont pas malins. Partie remise. Ils sont pas malins parce que quand tu vois les leaks que c'est, t'as pas besoin d'avoir fait de travailler à la NASA pour voir de quel clan ça vient. C'est la même chose. C'est mais toujours par contre, c'est toujours le même clan. Hein. Tu changes la date, le nom du coach, et c'est bon. Tu reprends Bah, les mêmes d'année en année. Il y a le compte Twitter Manchester, celui que j'ai mis, Manchester Histoire, et je sais plus la suite, je suis désolé, j'ai encore son nom, qui a mis justement, qui a ressorti les 4 tweets qu'il a eu par rapport à ça sur les Samuel Lustucru. Ouais, sur Lustucru, qui bizarrement est proche de tous les Anglais du club. Peut-être vous comme ça vous saurez d'où viennent les leaks, et pas que Henderson, et peut-être que monsieur celui qui fait ton anniversaire il y est aussi. Ah ouais. Mais bien sûr qu'il y est. C'est bizarre, mais où il a cité, où tu vois le tweet de cette semaine face à comme quoi les joueurs doutent de Ten Hag, ne font plus confiance, sous Rangnick, sous Solskjaer et sous Mourinho. Vraiment, tu as l'impression que c'est un running gag parce qu'il y a une dizaine de mots qui changent sur tous les tweets. Donc ouais, c'est un problème de mentalité et ça fait peur. Hein. Pour finir là-dessus rapidement, ce qui est criant, c'est que l'année dernière, on avait l'impression quand même d'avoir on a senti
un début d'unité qu'on a perdu tout de suite là en début de saison. Donc c'est dommage. Pour moi, je vois 2 raisons. Premièrement, quand tu gagnes et quand ça se passe bien, la victoire. tout va toujours bien. Et deuxièmement, nos 2 vrais leaders de l'année passée, que ce soit sur le terrain et tout, Lisandro Casemiro. les 2 sont absents. C'est peut-être un hasard, je sais pas, mais je pense pas que les matchs qu'on verrait se passeraient comme ça. Bon, déjà parce qu'on aurait un défenseur qui est capable de faire une passe de 5 mètres, mais si Lisandro était sur le terrain, je pense pas qu'il y aurait cette attitude-là. Parce que Lisandro, autant des fois il me rend fou, parce qu'il des fois il va faire des tacles d'assassin, il va emmerder les adversaires et tout. On en a besoin. Mais moi j'en voudrais 5 dans cette équipe de titulaires. Hein. Parce qu'il ne faut pas que déboucher non plus, mais. On vient à ce que Mourinho disait. Hein. Ouais, c'est là où on vient à ce que Mourinho disait, le football héritage. Pour avoir les leaders, faut tu peux avoir un leader, tu le recrutes en un an. Il faut qu'il reste 4, 5, 6 ans. J'ai entendu une stat, enfin pas une stat, c'est un fait, ça m'a tué parce que j'y avais pas pensé. Quel est le joueur avec le plus d'ancienneté de notre effectif? Evans, ils l'ont dit hier. Martial. Ouais, alors non, t'enlèves Evans. Martial. Je compte pas Evans, c'est trop spécial. C'est Martial, ça m'a rendu dingue. Ça m'a rendu dingue. Donc il est là, notre leader. Et surtout, pour finir après là-dessus, pour passer sur la passe des différés là, de Mohamed, quand tu sais qu'un de nos 2 leaders, donc Casemiro, lui-même, il sait que c'était une roue de secours. Oui. Donc tu sais que si on avait eu De Jong, jamais il serait là Casemiro. Donc ça t'enlève quand même un peu de légitimité. Mais quand tu vois que Casemiro et Varane... Comment ça peut t'enlever de légitimité? Le mec qui sort du Real Madrid, il a gagné 5 Ligues des Champions. Est-ce que tu n'étais pas la cible prioritaire? Non, mais Casemiro, sa carrière, le niveau qu'il a encore l'année passée et le comportement, il pisse sur tout notre club. On est d'accord? C'est ça. Mais par contre, Casemiro aujourd'hui est moins leader que Rashford. Par exemple. Il est moins... si tu prends dans les groupes et tout, Rashford est plus un leader que... Après, c'est ce que aussi disait Ronaldo. Est-ce que les leaders sont la légitimité? Est-ce qu'ils sont écoutés aussi? Parce que quand tu vois l'exemple de Rooney avec Pogba, Lingard, tu viens voir Rashford, tu lui dis quand tu fais ça, fais attention à ci ou ça. Est-ce qu'il va t'écouter ou est-ce qu'il va aller voir Samuel Lucktrust? Je vous rappelle qu'il y a la barrière de la langue. Casemiro, il parle anglais. Il parle toujours. Casemiro, je crois pas. Mais en fait, ils parlent tous anglais. Hein. Ils parlent pas anglais fluent, mais c'est des gars. Casemiro, il fait des conférences de presse en anglais depuis 10 ans. Donc je pense. C'est juste qu'il n'ose pas faire le. C'est comme il se fout de la gueule de Ten Hag parce que quand il parle anglais, il a un rythme de parole qui est assez lent. Parce qu'il pense à chaque mot et tout. Mais bref, Solskjaer, il parlait très bien anglais. Oui, mais il y a un peu ce côté, c'est comme... c'est comme avec Emery quand il parlait français. Exactement, mais on va passer au prochain sujet, mais je finis là-dessus. Mais dans les médias en Angleterre, Varane, au moindre mauvais match, il est critiqué dans les médias. Maguire, dans les médias, il n'est pas critiqué. Anthony et Rashford font 2 débuts de saison qui sont... similaire. Rashford est un peu meilleur qu'Anthony, mais Anthony se fait défoncer à juste titre. Rashford est protégé par les médias. Tu regardes la déclat de Rio, t'en as, il prend un peu plus de pincettes, l'autre il l'envoie au goulag en fait. Exactement. C'est ça pour tous les postes. Mais bref, je ne dis pas qu'il y a du racisme, mais il y a quand même un peu de. Non, c'est du chauvinisme. Ils sont anglais, quoi. Oui, les Anglais. Et ça, ils sont passés les Anglais comme les meilleurs joueurs du monde sur un mec qui perce. Alors peut-être que les Anglais et pas qu'à Manchester. Alors peut-être en général en première ligue. Peut-être que les Anglais sont les meilleurs joueurs du monde, mais pour passer au prochain sujet, les arbitres anglais ne sont pas les meilleurs du monde. Quelle belle transition. On va faire un petit point rapide sur l'arbitrage. Parce qu'encore hier, il y a un goal qui nous est annulé. C'est le 4e de l'année. On est les plus. Les 4, il y a débat. Attends, je précise parce que je ne sais pas dans les commentaires, c'est des pointilleux. On est l'équipe qui a le plus de buts annulés par la VAR, pas forcément par l'arbitre central pendant l'action du match. Par la VAR, là, on parle de buts annulés parce que les actions litigieuses, il y en a plus que 4. Et les 4, tu as le hors-jeu de Garnacho où on voit d'après d'autres images qu'il n'y est pas. Tu as la faute de Evans. C'est très, très, très léger. Tu as le but d'hier de McTominay où ils ont cherché 5 raisons possibles de l'annuler et ils disent que Maguire fait action de jeu. Et ce qui est bizarre, c'est que Maguire fait action de jeu là, mais le but qu'on marque l'année passée de Bruno et Rashford, ça venait face à City,
Bruno, il est à 1 mètre du ballon, et là, il fait pas action de Ouais. jeu tout d'un coup. Bref, et il m'en manque un. Il te manque celui où Rashford, Ashford, il a le ballon dehors. le but d'Oilun. Et Rashford qui centre, et Højlund qui marque, et annulé parce qu'il serait sorti de quelques millimètres. Oui. Et Qui est exactement le but de Newcastle hier. exactement. Et Ça, face ça, à ça, c'est je peux mal. rajouter aussi le scandale du but de Liverpool face à Tottenham. C'est face à Tottenham. Tottenham. Où ça, c'est un scandale, j'avais vu. On peut aussi parler du rouge de McAllister en début de saison qui a été désavoué par la suite. Donc, tu as l'arbitre central qui prend une décision, la VAR qui vérifie, et tu as quand même les arbitres derrière qui te Le rouge de l'annulent. Casemiro aussi. Ouais, le rouge de Casemiro après qui est dégueulasse. T'as La Onana. main de Palace. T'as la main de Palace. où il regarde même pas. La balle tombe sur la main du joueur de Palace, il regarde même pas. Ouais, il la check même pas. T'as Onana face à Wolverhampton où il met quand même un bel hypercut. Pour dire aussi pour moi, c'est la seule action qu'on a que la VAR nous a plus ou moins protégé. Le pire du pire, c'est franchement Romero. Oui, c'est contre Tottenham. Ça, c'est le pire du pire. Ouais, ça, donc, il lui tire à bout portant. Et donc là, on en est à. Alors j'ai rajouté le but de Newcastle, le rouge McAllister et le match Liverpool-Tottenham, parce que c'est que les matchs que j'ai vus. Toutes ces actions-là, le penalty d'Højlund, moi je disais le penalty face à City, il y a faute, mais si tu siffles ça, t'as penalty. C'est ce que je disais. Gabriel sur Højlund, il fait la même, il n'y a pas penalty. Oui, c'est une prise de cash. C'est une prise de cash qu'il lui fait. Et bref, en fait, on en est à la 11e journée. Et donc, ma question, on va pas faire trop longtemps, parce que moi je suis plutôt de la team de Adama, je me cache jamais derrière l'arbitrage, mais je commence un peu à être plutôt au milieu, je me dis ça commence à faire beaucoup quand même. Je dis pas qu'il y a un complot, mais si on en parlera après, parce que c'est la transition pour le dernier sujet, mais si tu prends avec tout ce qu'on a, en plus l'arbitre est pas, je ne veux pas dire qu'il est contre nous, mais c'est litigieux. Ma question c'est, est-ce que les arbitres sont plus mauvais qu'avant, ou le fait qu'il y ait la VAR, c'est la loupe, et que nous, on peut tous avoir notre avis et dire c'est oui ou c'est non. Ou la troisième raison, il y a beaucoup trop d'actions qui sont à interprétation, donc à interprétation, tu ne pourras jamais être 100% variable. neutre. En fait, il y a plusieurs choses. Alors, sur l'arbitrage, dans tout ce que tu dis, est-ce qu'on connaît déjà toutes les règles parfaitement? Sur les mains, ça change parce que c'est temps. Alors, c'est pas les mêmes. Ça change tout le temps. Donc là, quand est-ce que la VAR est activée? Des fois elle est activée, des fois elle n'est pas activée. On ne comprend pas pourquoi. Deux actions qui peuvent être similaires, c'est pas activé. Donc avoir des explications. Moi en fait c'est ça qui me dérange, c'est le manque de cohérence. Ouais, le manque de cohérence et le manque de constance sur les décisions. Si moi nos 4 actions où ça a été annulé, ok, très bien. J'ai la rage. Mais très bien. Mais si nous, on fait le job derrière, en fait, tu te soucies pas de ça, en fait. Ouais. Ça joue. L'exemple parfait, c'est ouais, ça joue. On n'en parle pas de ce but. On en parle un petit peu, mais... Parce que là où il y a le plus gros scandale, pour moi, c'est contre Arsenal. Et c'est ça qui cause en fait, notre déclin. Parce que si on gagne contre Arsenal, je crois pas que mentalement on soit dans le même trou. Le début de saison est différent, je pense. Le début de saison est différent. Mais pourtant... j'ai pas pleuré sur l'arbitrage parce que la prestation n'était pas bonne non plus. On peut pas se cacher uniquement derrière l'arbitrage. Moi, c'est plus ça mon point de vue, au-delà de VAR, pas VAR. En fait, le problème, c'est que ce manque de constance qui actuellement joue contre nous, parce qu'en fait, il nous invalide des décisions que tu vois validées ailleurs. Donc, en fait, c'est sans dire, on parle pas de complot, on dit pas tu vois, que les arbitres veulent absolument la mort de Manchester. On parle même pas de ça. C'est pas le sujet. C'est juste te dire que quand déjà t'es une équipe qui va pas bien, ce manque de constance qui joue contre toi, en fait, c'est, si tu veux, sachant que le moral déjà est pas fou. On a 5 clous dans le cercueil et eux, ils sont en train de venir taper le dernier, tu vois. C'est ça, en fait, qui est gênant, c'est de te dire, même les matchs où on a mal joué, mais on aurait pu peut-être gratter un point, on le perd parce que sur la seule peut-être action où on aurait enfin réussi à se sortir les doigts, on se retrouve annulé. Alors, d'une manière que je qualifie d'injuste parce qu'elle n'est pas constante.
Si c'était constant, ce serait juste. Et il n'y a pas de question à se poser. Oh, Tu vois, l'action de Oyun, moi, alors c'est la seule où je suis peut-être pas un léger désaccord avec vous parce que il fait faute. Donc pour ceux qui se souviennent, c'est la manchette qu'il fait. En fait, il le fait contre le sens du jeu. Donc ça se voit et c'est pour ça que c'est sifflé. Mais donc moi, c'est le seul truc où je suis un peu différent. Mais sur le principe, après, je suis d'accord. Si tu siffles une manchette, tu les siffles toutes. Tu vois, il n'y a pas une question de mouvement. C'est à un moment donné, si l'action de mettre ton bras et de bloquer l'attaquant, ça doit t'emmener un penalty, d'accord, mais dans ce cas-là, vous sifflez les 3 qu'on a fait dans le match d'avant et vous sifflez les 4 qui sont faits par toutes les équipes dans tous les matchs. Et moi, ça me va. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le cas. Et quand ça joue en ce moment de cette manière-là, en défaveur contre nous, ça me fait mal. Là, le dernier but qui est annulé, comme dit Mohamed, on n'en parle pas parce qu'on gagne le match contre Fulham. Soi-disant, Maguire fait action de jeu. Je suis désolé, City, en ce moment, vous trouverez actuellement sur toutes les plateformes, il y a un but que City est validé, où le défenseur est à 1 mètre devant le gardien, saute pour laisser le ballon, il cache le ballon, il saute pour laisser le ballon qui lui passe entre les jambes, et lui fait pas action de jeu. Bah non, mais à un moment donné, c'est pas possible. Pareil qu'Evans contre Burnley. Oui, voilà, c'est pas possible. Moi, je suis de l'avis de Jérémy, il n'y a pas un complot contre United, mais en fait... Non, il n'y a pas de complot. Et cette VAR, moi, en fait, je suis contre. Je suis contre, parce qu'en fait, avant, on vivait avec ça, mais maintenant, ça met encore plus de pression sur les arbitres, et les décisions sont pas meilleures qu'avant. Au moins sur les hors-jeux, il y a moins de scandales, mais on en a quand même. Moi, je serais plutôt pour garder la goal line technologie sur tout le terrain, sur tout le terrain, sur tout le terrain, pas seulement, par exemple, exactement, mais pas que sur le goal, hein, aussi sur la ligne. Oui, sur toutes les lignes. Sur toutes les lignes. C'est pas compliqué. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi, parce que en vrai, c'est juste un vibrement. Je veux dire que ça vibre, on s'en fout. L'arbitre, ça le dérange pas que ça vibre quand ça sort en corner. Tu vois, au contraire, lui, il est sûr. Et en plus, je suis sûr que les arbitres, ils doivent adorer cette technologie parce qu'ils doivent se dire, je suis sûr. Ouais. Après, c'est peut-être une question de capteurs qui sont sur les filets ou sur les cages. On envoie sur la lune, les gars, on peut mettre 3 capteurs mais en fait, de corner, quoi. Hein. Mais en fait, on voit que la VAR, ça règle quelques problèmes, mais ça nous met la loupe sur d'autres. Et moi, ça me crée de la frustration parce que, au-delà de l'excitation, chaque action, chaque but, avant... contestable. Ouais, et chaque but est... je ne veux pas dire que chaque but est contestable, mais c'est-à-dire que tu peux vraiment te dire... Moi, je n'exulte pas avant que j'ai vu l'arbitre pointer le rond central. Ça cache tes émotions. En fait, tu dois attendre qu'ils aient fait l'engagement parce que même s'ils pointent le rond central, tu dis attends, VAR, et puis en fait, et au final, ils ont amélioré un peu l'utilisation, mais moi, si on doit le faire comme ça, toi, il y a d'autres sports où il y a des scandales, il n'y a pas que le foot, mais en fait, dans le foot, ça crée trop. Et aussi, il y avait avant qu'on passe peut-être à la suite, mais il y avait je sais plus qui c'était. Qui c'est qui disait ça? Je crois que c'était Willou, le youtubeur, qui disait aussi sur les penalties et les mains, par exemple, où il avait de la peine, et je suis plutôt d'accord avec lui, même si ça va continuer. Quand ils sont au coin des 16, et puis qu'ils centrent, et puis que la main, ça lui touche le bras comme ça, et qu'il n'y a pas action de jeu, et puis qu'on siffle penalty, c'est-à-dire que tu passes d'une action qui a un potentiel but qui est très faible à une action qui a un potentiel but de 80%. Et je trouve ça pas juste, mais ça c'est plus la balance, elle est pas. En fait, moi je trouve que l'arbitre. Je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Dans l'aménagement des règles, je trouve que l'arbitre il devrait avoir le droit, au lieu de désigner un penalty, il devrait désigner un coup franc direct ou indirect. Ouais. Alors, dans la surface, en disant voilà, bon, je vais pas pénaliser sur un penalty, mais il y a quand même un fait de jeu qui doit être noté. Et en fait, tu devrais laisser à l'arbitre cette possibilité de dire bah je te désigne un coup franc en fait. Comme tu fais quand tu as une passe en retrait fait au gardien qui la prend la main, tu vois. Ça te donne pas un penalty. Surtout sur les mains. Surtout sur les mains. Parce que sur une faute, pour moi, il y a faute. Toi, sur un contact, sur un tacle, il y a faute, voilà. Mais pour une main. Ouais, c'est trop honnêtement, dur. Hormis Suarez face au Ghana, je me rappelle pas d'un gars qui a fait exprès de toucher de la main, quoi. Ouais. Donc voilà, juste. Pour moi, sur les mains, en fait, c'est ceux qui n'ont jamais joué au football qui justement les arbitres. Vu qu'ils ont jamais joué au football, ils peuvent pas comprendre en fait les mouvements naturels, pas naturels. Quand même, le mec, tu tires sur la main, bah. Ouais. Tu peux rien faire. C'est comme. Moi, j'arriverai pas, moi. Alors, je complète ce que dit Adama parce que c'est pas les arbitres, parce que je pense que tous les arbitres jouent au foot. Je pense que c'est ceux qui font les règles, qui sont pas forcément des footballeurs. Tu vois, par exemple, c'est les mecs qui rédigent les règles. On va peut-être terminer là-dessus avant de passer juste au dernier sujet rapidement. Je donnerai juste mon avis rapide. Oui, bien sûr. Mais pour moi, toi, l'exemple type, c'est le penalty pour la France en finale face à la Croatie.
Je suis désolé, quand il fait la main, il est à 1 mètre de lui, il lui tire dessus, bah non, désolé, il n'y a pas main. Pour moi, tu veux faire quoi? À part qu'il se la coupe, Ouais, tu peux pas. et puis en plus, toi, il fait le mouvement, donc c'est pour ça que ta main, elle est un peu décollée, parce que tu joues pas comme ça, comme un Playmobil. Donc elle est un tout petit peu décollée, il touche, et il y a main. Tu dis, ben non. Bref, voilà, en fait, juste un coup de gueule sur l'arbitrage. Mohamed, je te laisse clôturer là-dessus. Ouais, c'est Jérémy là qui m'a fait lui aussi une passe D, il en parlait. Le problème de cette VAR, c'est que c'est l'autorité limite de l'arbitre, elle est sapée parce que en fait, toutes leurs décisions vont être scrutées et quasiment déjaugées à chaque fois. Donc le gars, il est toujours en train de se dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision? De toute façon, bonne ou pas, bah on va m'appeler, on va me dire va voir. Ouais, je suis assez d'accord. Tu rajoutes à ça, je vous prends l'exemple parfait, hein, juste pour imaginer, le penalty qu'on nous refuse à Tottenham. Si vous vous souvenez, l'année dernière, c'est exactement le même qu'on s'est pris à la Real Sociedad pour Lisandro, où la balle touche et ensuite va sur la main. C'est 99% de la même chose. Ou Mais juste, celle de Romero qui est pas sifflée, puis par contre Eriksen face au Bayern. Oui. Eriksen, ouais, elle est quand même sur lui direct. Romero et Lisandro, c'est vraiment, Ouais. elle touche d'abord le genou et après, enfin bref. Le problème, c'est que c'est triste pour eux parce que c'est le championnat le plus regardé au monde. Et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas autant de scandales avant. C'est ça qui est un peu triste. Donc, est-ce que Après, s'ils sont honnêtes, si la tendance, parce qu'Antoine l'a bien dit, on est à peine qu'au début du championnat et il y a déjà une grosse tendance avec des gros écarts. Mettons que ça se confirme et que pas de chance, ça soit comme ça toute l'année. J'espère qu'ils auront au moins la présence d'esprit de cet été dire ok, on revoit une partie des règles, il y a des choses, ça peut pas continuer comme ça, c'est pas possible, tu vois, et que ça soit juste une mauvaise saison d'arbitrage et qu'on reparte mieux l'année prochaine. Il y a déjà des arbitres qui ont été rétrogradés. Ouais, mais un match, ouais. En parlant de mauvais début, pour clôturer ce podcast rapidement, je me suis posé la question, sommes-nous trop durs avec Manchester United, avec cette équipe-là? Bon, c'est un peu de l'hôpital qui se fout de la charité, parce que je pense que je suis le plus dur du quatuor. Mais en fait, je me suis dit aujourd'hui, alors on enregistre en live, Liverpool est en train de faire 0-0 face à Luton. Donc à ce jour, on est avec un raté de Nunez, les gars. Si un de nos joueurs avait fait ce raté-là, on serait en train de tirer dessus à la Kalachnikov. Mais c'est normal, le raté de Nunez, c'est un pléonasme. Ouais. Ça va de pair. Et puis nous, on peut pas rater, on se crée pas les occasions. Mais, ouais, mais donc, on reste à 6 points du top 3 d'Arsenal. Donc, en ayant quand même déjà joué City, Tottenham, Arsenal et Brighton dans le top 7. Donc, on a quand même joué des grosses équipes du top 7. Et je suis allé regarder les absences, les blessures. L'année passée, on a tous été clément avec Liverpool, qui a raté complètement son début de saison avec les blessures. Pas moi. Pas toi, mais une bonne partie des gens étaient cléments. C'est vrai. Et je suis allé regarder, donc on est de très loin la seule équipe à avoir autant de joueurs. Donc on a 14 joueurs du groupe pro qui ont manqué au moins 3 matchs sur 11, donc plus d'un quart de la saison. Et nos leaders de l'année passée, ceux sur qui tu bases toute ton équipe, Shaw, même si ça va un peu par le système, mais Shaw a joué que 2 matchs, Martinez en a joué 4, Wan-Bissaka 4 en retour de blessure. Ouais, Wan-Bissaka en a joué 5, Varane il a joué l'équivalent de 4 matchs, il a joué dans 5, mais bon, 8 minutes, voilà. Casemiro, c'est celui qui a le plus joué, j'ai 8 matchs. Et bon, j'ai rajouté un titulaire de l'année passée qui joue quasiment pas, Anthony. Ça me dérange pas s'il joue pas celui-là, mais qui a aussi manqué énormément de matchs. On peut rajouter ça Sancho, tous ces joueurs qui sont au-delà des méformes, il y a des joueurs qui ne sont pas là. Les remplaçants de ces joueurs-là ne sont pas forcément là non plus. Tu peux rajouter Malacia surtout, parce que Malacia, si Shaw joue pas, tu te dis Malacia joue, mais même là, on n'aime pas d'arrière gauche. Et là c'est pour ça que j'ai pris que les joueurs de l'année passée, parce qu'on peut rajouter Olun qui a manqué les 3 premiers matchs, on peut rajouter Amrabat qui a manqué des matchs, Reguilon qu'on a pris pour remplacer Shaw et Malacia qui s'est blessé. Et donc, en fait, je me suis dit, est-ce qu'on est trop dur avec Manchester United? Je commence comme ça, moi je fais vite. Oui et non. Oui, parce que les résultats, en fait, on est focalisé que sur Manchester United et on voit pas les problèmes des autres. Et qu'on n'est pas si loin que ça. Mais oui, parce que pour moi, le problème est profond. Il ne vient pas que du résultat et des joueurs, que nos résultats sont acquis dans des matchs compliqués. Et que
si tu veux voir les joueurs qui peuvent nous permettre de changer notre mode de jeu et de plus avoir Maguire et Evans et Wan-Bissaka qui te font 15 minutes pour faire 3 passes, bah, c'est chaud. Mais Martinez principalement et Casemiro, et les 3 sont absents encore un bon moment. Longue date. Donc oui et non. Voilà ma réponse. Une réponse de Normand. Donc Adama, je te laisse donner ton avis. Est-ce qu'on est trop dur avec eux? Bah, vous savez, moi, éternel optimiste, c'est pour ça que quand je vois en fait le classement et qu'on est catastrophé après chaque défaite, je dis les gars, on n'est pas si loin que ça. Certes, on est loin, mais on n'est pas si loin que ça. C'est pour ça que moi, je suis pas alarmiste sur au niveau comptable. Je suis alarmiste au niveau jeu, parce que là, moi, c'est la partie que Ten Hag est censé diriger. Donc moi, je suis plutôt critique sur cette partie-là. Et là où je te rejoins, c'est que le mal, il est profond. Donc avec Murto et Arnold, on va dire à 50%, voire 75%, c'est de leur fait. Mais après, de la gestion quotidienne, des entraînements, du style de jeu, de la tactique, c'est pour Ten Hag. Et là, moi, il y a des trucs qui me gênent. Au-delà de tous les absents, on a 14 absents, ok, ça je l'entends. Que tu puisses pas construire de derrière parce qu'avec les éléments défensifs qu'on a, c'est compliqué, je l'entends. Mais sur les éléments offensifs, et même voir au milieu de terrain, on a quasiment pas de blessés. Donc moi je veux, et il y a la stat qui le prouve, c'est avec Olioun, il n'a pas eu une action à se mettre sous la dent. Moi c'est ça qui me dérange. Et je peux pas entendre que il peut rien faire par rapport à ça. Il peut faire des choses, pas dans la mesure de ce que lui voudrait faire, mais il peut faire des choses. Et encore une autre chose, c'est que j'ai un problème avec sa déclaration quand il dit qu'il veut faire un jeu de transition et lui, son style de jeu, c'est de la position. En fait, on l'a recruté pour ses qualités et ce qu'il avait fait à l'Ajax. Donc, quand tu viens, mets ton style de jeu et ton projet de jeu en place, quitte à ce que ça foire. Mais au moins, tu vas aller avec tes idées et mourir avec tes idées. La première saison, c'est sûr que c'est compliqué puisque tu fais avec les joueurs que tu as et au mercato, voilà, tu peux ramener 3, 4, 5 joueurs. Ok. Mais là, tu es dans ta deuxième saison, donc forcément, les recrues que tu vas prendre, c'est pour jouer en fonction de ton style de jeu, donc la possession. Mais là, toi, tu dis que tu veux un jeu de transition. Moi, ça me dérange. Tu sais pour qui? Pour 2 joueurs. Hein, il y a que 2 joueurs qui sont bons en transition. Ouais, et ça me dérange. Parce après, que, en Adama, fait, du coup, la question c'est est-ce que tu es dur avec ça ou pas, du coup? Est-ce que tu as l'impression d'être dur dans ton jugement ou pas? Et finalement, non, moi, je suis toujours mesuré. Je me trouve pas dur et je me trouve pas gentil avec Ten Hag. Il a fait des bonnes choses l'année dernière. On a gagné un titre, on s'est qualifié en Ligue des Champions, c'est bien. Mais on peut pas, on doit capitaliser dessus. Et pour moi, si on l'a fait l'année dernière, donc on doit être capable de faire ne serait-ce que déjà la même chose, voire mieux. Et non, là, avec les mêmes ingrédients, malheureusement. Tu vois bien que les blessures. Ok, mais on s'est pas affaibli par rapport à l'année dernière. Avec les blessures, oui. Bah, si tu joues sans tous tes meilleurs relanceurs, ils sont absents quand même. On dira aussi, on dira qu'en fait, on a un gros problème, c'est que les joueurs qui sont absents, c'est des problèmes clés pour le système. Et deuxième chose, c'est qu'on a encore une fois raté notre mercato. Parce que si on réussit notre mercato, on en parle peut-être moins des absents qu'on a. Je vous fais juste un disclaimer, il y a Chong qui vient de marquer pour Luton face à Liverpool. Le GOAT. Raid un jour, raid toujours. Ouais. Les gars de l'académie, ils sont forts partout sauf à United. Même Elanga a marqué. C'est-à-dire qu'Elanga et Chong ont marqué plus de buts que nos attaquants qui ne s'appellent pas Rashford. Et Chong, il vient de rentrer en plus. Il n'était pas titulaire. Mais j'ai juste une question à Adama. Est-ce que tu vas oser, vu que comptablement, on n'est pas si loin. Est-ce que tu vas oser le dire? Non. City va prendre le titre. Non, on va pas jouer le titre. Tout ce que je dis, c'est que on finira pas 8e. Non. On finira 5e pour moi. Non, pour moi, on vise la Ligue des Champions. Et on n'est pas loin. Arsenal va perdre des points. Tottenham, ça va rentrer dans le rang, même s'ils vont rester quand même hauts, je pense. Ça va rentrer dans le rang. Liverpool, ça va finir 2e. Mais il y a de la place.
Vraiment. Newcastle n'est pas aussi bon que l'année dernière, hein, pour l'instant. Ouais, et surtout que nous, en fait, on est moins bon que l'année dernière. Nous, on a une plus grosse marge de progression. On peut pas faire pire Voilà, que ce on qu'on a fait une actuellement. C'est ça. Donc, et même en étant dans le plus mauvais départ de l'histoire, on reste à 6 points des petits frères. Pour essayer de répondre à C'est ce que j'ai lu tout Antoine. à l'heure. Ouais, ça, ça c'est un peu l'arrogance basée sur. C'est un peu dans notre ADN, on parle d'ADN. La dernière fois, l'arrogance, ça fait quand même un peu partie de notre ADN, faut pas se mentir. Moi, pour essayer de répondre un peu à Antoine, sans prendre trop de temps, en fait, t'es dur en fonction de tes attentes. Et le problème qu'il y a, c'est que je suis pas sûr qu'on ait tous les mêmes attentes. Moi, par exemple, déjà, je trouve que la première ligue, le niveau. Alors, je vais le dire, mais c'est pas complètement juste ce que je veux dire. Je trouve que le niveau moyen général de première ligue a baissé. Je trouve, parce qu'en fait, je trouve que le Manchester City a vraiment mis un gap et plus fort que cette moyenne et plus fort peut-être même que quasiment n'ont jamais été les leaders de première ligue. Quand je dis ça, c'est pas que cette année, c'est 2-3 dernières années, c'est une tendance par rapport aux années précédentes. Et je trouve que du coup, si tu te prétends jouer le titre, je ne sais plus ce qui a été déclaré en début d'année par le coach, etc. Se rapprocher. Ouais, j'ai quand même entendu des trucs. Oui, on a déjà fini deuxième, machin. Non, quand tu le but, c'est de rester dans la C'est course. moi, quand on Voilà. a vu fini deuxième et qu'on avait recruté Varane, Donc, Sancho, Ronaldo, on jouait le titre. Bah, si tu maintiens te encore. prétends, en fait, voilà, si tu te prétends jouer le titre, je trouve qu'on n'est pas assez dur. Absent ou pas, on n'est pas assez dur parce que quand tu prétends jouer le titre, tu joues le titre avec un groupe. Donc, du coup, les blessures ont je vais pas dire moins d'importance, mais sont censés avoir sont censés avoir moins d'importance. Censés. Si maintenant tu te places en tant que prétendant à la Ligue des Champions, et en plus, quand tu te places pour moi, il y a deux types de prétendants à la Ligue des Champions. Il y a ceux qui jouent les places 1-2 et les autres. Et nous, on n'est pas dans la catégorie, à mon sens. Voilà. Quand tu joues un 2, t'es pas un prétendant. T'es un attendu, si t'y es pas, c'est cataclysme. Il y a ceux qui jouent le titre et qui, s'ils ne le gagnent pas, seront en Ligue des Champions. Voilà. Et il y a ceux qui grattent la Ligue des Champions. Nous, pour moi, on est plus à un niveau à gratter la Ligue des Champions. La course à la Champions League. Voilà. Donc, du coup, t'es dans une question, est-ce qu'on est assez dur? Actuellement, je trouve que on a raison d'être dur parce que actuellement, on n'a pas un jeu digne de la Ligue des Champions. Et d'ailleurs, ça se reflète cette année en Ligue des Champions, avec où on en est actuellement. Ça se reflète. Donc, je trouve qu'on c'est normal d'être dur. Après, il y a toujours des circonstances qui vont atténuer ça, mais c'est normal d'être dur. Par contre, et là, moi, c'est là où je penche un peu, c'est que malheureusement, j'ai l'impression que notre club actuellement ne monte pas et descend en termes de qualité et en termes de tout. Honnêtement, il n'y a pas un truc où pour moi on est meilleur qu'il y a 3 ans. Et il y a encore plus de négativité que voilà. Et je suis même pas sûr qu'on soit au même niveau réellement finalement qu'il y a 2, 3, 4 ans. Et du coup, je me dis si on est légèrement en train de descendre, bah en fait là où ma vision elle est faussée et là où je suis sûrement trop dur, c'est que j'ai mon cœur qui me dit on est meilleur que ça. Et quand je suis trop dur, c'est mon cœur qui prend le pas parce qu'en fait, je me dis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on est meilleur que ça. C'est pas vrai, on vaut mieux que ça. Et en fait, si tu analyses la chose froidement, ben en fait, on devrait être moins dur parce que actuellement, notre vrai niveau, c'est un petit peu ce qu'on voit. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on voit parce qu'on a beaucoup de blessés, mais c'est quand même un petit peu ce qu'on voit. Et du coup, j'ai l'impression, et c'est qu'une impression, que aujourd'hui, on se bat pour la Ligue des Champions, mais que je vais le dire, si on l'a pas, pour moi, ça reste mérité. C'est pas volé, tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai l'impression qu'actuellement on a le niveau de Europa League qui flirte avec la Ligue des Champions. Ouais, 4-5. Voilà, on n'est plus sur la place de 5e que sur la place de 3-4 en fait. Et parce que je trouve que notre place actuellement est plus sur la place de 5e. Donc en fait finalement, est-ce que c'est comme Antoine, je fais une réponse un peu de Normand. En fonction des attentes, c'est oui/non pour répondre à sa question. Mais moi, si je laisse parler ma tête et pas mon cœur, en fait, oui, je suis un petit peu trop dur parce qu'en fait notre place c'est 5e et actuellement. Quand t'es 5e, c'est normal de te faire taper par City, c'est normal de te faire taper par Arsenal, c'est normal de parfois galérer face à une équipe qui est un peu semblable à toi, et en fait, c'est ce qui se passe. Donc en fait, oui, je suis un petit peu trop dur si je laisse parler ma tête, et non, on n'est pas assez dur si je laisse parler mon cœur. Là où moi je trouve dur, c'est que, ok, notre niveau il est ce qu'il est, mais on a tendance à toujours surestimer ce que les autres sont. Et moi, ça, c'est un truc qui me dérange. Je vois pas les autres équipes 10 crans au-dessus de nous. À part City, franchement, à part City. Alors, je vais te donner une stat.
Je vais te donner une stat simple. Depuis que Unai Emery est arrivé à Aston Villa, il a gagné plus de matchs que Pep Guardiola et Jürgen Klopp en 35 matchs de championnat. Il a 24 victoires ou 22. C'est un club qui travaille bien. Je sais que là, on va dire que Newcastle, ils sont que à 2 points devant nous. Mais les gars, Newcastle, ils sont pas sur 10 ans de restructuration. Ça fait pas 10 ans. Ils sont sur 2 ans et ils sont quand même devant nous. Et l'année dernière, on s'est battu face à eux. On s'est tellement battu que c'était les finalistes du seul titre qu'on a gagné. Et c'est eux qui nous sortent de cette même compétition cette semaine, même si ça n'a jamais eu lieu. On l'a dit en début de podcast. Ils sont on est au même niveau. Moi, je les trouve pas ultra super à nous. On est au même niveau, mais ils sont partis de plus loin et ils travaillent que depuis 2 ans. Parce qu'il faut voir de où ils sont partis. Et oui, mais parce que nous, en fait, on dégringole et eux montent. Et quand tu dis on est au même niveau, factuellement, en fait, ils sont devant nous cette année. On est au même niveau. En fait, on est légèrement en retrait d'eux. On n'est pas tout à fait au même niveau. On est un peu en dessous. Mohamed, ton avis là-dessus sommes trop durs pour clôturer je pense qu'on va tous se rejoindre un petit peu sur cette question-là, dans le sens où tout dépend des attentes aussi, comme l'a dit Jérémy. Si tu te bases sur ce qui a été fait l'année dernière, où on voit que un nouveau coach qui arrive, départ difficile, on commence à aller mieux, on arrive à battre City à domicile quand même, on avait un bilan assez bon, assez même très bon, invaincu toute la saison, mis à part la défaite à Brighton en ouverture de championnat. À l'extérieur, c'était pas trop ça, mais justement, c'était un axe d'amélioration. Donc tu te dis, bon, première saison intéressante, il a fait avec les moyens du bord, parce que papa aidé par le board, les transferts, tout ce qui s'ensuit. Un mercato un peu bancal, mais tu te dis, il a quand même eu Mount, il y a une idée de jeu derrière, Onana, il n'a pas réussi à vendre Maguire, McTominay, mais voilà, Amrabat qui arrive, Højlund, enfin un numéro 9. Il y avait des motifs d'espoir, on se dit, on va bâtir sur cette bonne saison, qualifiée en Ligue des Champions. Cette année, je ne vais pas dire que c'est l'année de la révélation, mais voilà, petit à petit, on y va. Tu vois, ce début de saison, tu peux être que dur. Parce que c'est tout, sauf ce que tout le monde attendait. Si quelqu'un n'est pas surpris par ce début de saison, je pense qu'il ment. Mais d'un autre côté, tu te dis, et c'est ce qu'on dit pratiquement dans tous les podcasts, c'est que le gars, il n'est pas aidé par le board. La situation du club est celle qu'elle est. Les blessés, la vente qui finalement est une non-vente, qui finalement est une participation. Bientôt, on a une cagnotte Litchi pour la vente. On peut rajouter, on vient d'en parler, l'arbitrage. Je mets pas 1 euro. On vient d'en parler, l'arbitrage qui... On n'est pas en mode théorie du complot, mais ça rajoute de la négativité, des décisions qui vont contre toi. Vraiment, il n'y a rien qui va. Tout ce qui s'est passé aussi autour du club depuis l'année passée. On rajoute Sancho, Anthony cette année, Ronaldo, Maguire qui enlève le brassard. Casemiro aussi, il y a eu des tours un peu louches. Donc, il y a quand même, tu peux te dire, quand même, dans ce marasme-là, c'est dur de proposer autre chose, non. Mais c'est dur d'être dur, justement. Parce qu'il y a tout ça qui est ensemble et qui s'englobe, tu vois. Mais d'un autre côté, par rapport à ce que tu avais, enfin, ce que tu espérais, tu dis, mais putain, on s'est foutu de ma gueule, là, il y a eu tromperie sur la marchandise. Exactement. Donc, oui et non. Je pense que tout le monde. Après, sur le forum, les gens sont un peu plus véhéments, parce qu'il y en a plein qui veulent la tête de Ten Hag. Alors, pas dans ce podcast. Pour moi, c'est incompréhensible de voir la tête de Ten Hag. Tu ne peux pas. C'est le plus facile à faire sauter. C'est un avis que je peux comprendre, mais. En fait, si tu rebalances un petit peu, excuse-moi Antoine, si tu regardes un peu tu prends un peu de recul, tu te dis comptablement ça va, il y a des blessures. Allez, peut-être que dans 2-3 semaines, 1 mois, si on récupère des gars, peut-être que ça va le faire. Si tu penses à l'instant T, bien sûr que c'est difficile. Où moi je suis, peut-être qu'on va clôturer sur le podcast comme ça, mais où je suis pas d'accord avec Ten Hag out, c'est que où je trouve les fans de United un peu bipolaires. On est tous d'accord. Rapproche juste un petit peu ton micro de la bouche, donc où je dis où les fans de United sont un peu bipolaires, c'est que on est tous d'accord que notre effectif est pas top. On est tous d'accord que la situation du club est catastrophique, et pas que le sportif. Oui, quand je dis au final, c'est toute la pyramide sportive est catastrophique. On est tous d'accord que l'académie est mal gérée. On est tous d'accord que nos deux derniers mercatos, c'est des blagues. Autant sur cette année un poil moins, mais les montants sont ridicules. En fait, les montants, c'est les négociateurs. Et si tu mets pas 70 millions sur Højlund
et 60 millions sur Mount, tu peux peut-être acheter autre chose que Amrabat à la place, tu vois. Même si Amrabat est de loin pas, je donne un exemple. Hein. Bref, donc les mercatos sont pas bons. Il y a des blessés. Et malgré tout ça, l'environnement autour du club est dégueulasse. Et malgré tout ça, Ten Hag ou pas, Ten Hag est le coach à égalité qui a été le plus rapide à atteindre 50 victoires sous Manchester United. Alors la vraie stat c'est 49, mais oui, normalement si tout va bien, c'est. Non, il est à 50, hein. Il a 50 depuis non, hier. parce qu'en fait, il disait que le problème qu'il y a, c'est que sous ce qui fausse un peu la donne, c'est que pour pas mal de coachs, ils ont compté les matchs gagnés au tir au but comme des matchs nuls, alors que pour nous, ça a été considéré comme une victoire. Donc ça te décale un tout petit peu le compteur, ça décale le compteur de 1 apparemment. Ok. En tout cas, ça va être à égalité. Allez, au pire, il sera deuxième. C'est ça. Donc, sans un mouchoir de poche, quoi. Donc, pour moi, tu peux juste pas le virer, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, sur ce point. Ça veut pas dire qu'on est tous aux anges avec tout ce qu'il fait, mais vu la situation et les résultats, et on a gagné un titre, et en plus, il est protégé, entre guillemets, parce que Ineos l'adore, et Ineos ne veut pas qu'il y ait de changement sportif avant qu'eux, ils arrivent. Donc, il sera protégé, il va être gardé. Par contre, on est bien d'accord qu'on n'est tous pas aux anges, et qu'il faudrait aussi se poser la question, et je pense qu'on a la réponse, hein, pourquoi tous les coachs, la deuxième année, ils ne progressent jamais, en fait, avec United, malgré des profils différents et des coachs qui ont tout gagné dans leur carrière. Donc, faut chercher le dénominateur commun, les joueurs. Les joueurs et ceux qui le mettent en place, toi, les joueurs. Parce que tu peux me dire les mercatos, le deuxième. Non, parce que les joueurs, ils lâchent. Tu vois qu'après ils lâchent. Première saison, ils écoutent, mais ils ont la dalle. Deuxième saison, ils sont un peu installés, ils ont pris leur contrat. Ils disent c'est bon. C'est encore pire, on a pris un trophée, donc ça y est, ils ont gagné un truc. Ouais, donc, je pense qu'on peut clôturer là-dessus, mais au final, tu as raison, les joueurs, quand t'entends. J'ai jamais entendu ça ailleurs dans un club pro que Manchester United, où tu vois des joueurs qui se plaignent parce qu'ils finissent l'entraînement et qu'il fait nuit. J'ai jamais vu ça. Bref, donc voilà, c'était l'année passée sous Rangnick, hein, mais un autre coach qu'ils ont envoyé sur le bus. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que se termine ce 43e podcast Manchester Devils. Au moins, celui-là, on a été plutôt. J'aime bien ce nouveau format, donc je pense qu'on va garder ce format-là. Un petit prono, Antoine ? Allez, mais 1 minute. Allez. Rapide. Juste pour nous. C'est qui, c'est les Luton ? pronos, on les garde comme. Luton ou Copenhague ? C'est Luton. Non, c'est Copenhague. Ah, mais c'est Copenhague et Luton, ok. Ouais, on fait les deux. Alors, moi, à chaque fois que j'ai dit 3-0, on n'a pas eu 3 tirs du match. Donc, 1-0, 2-1. 2 victoires. Non, 2-1, 1-0. 2-1 face à Copenhague, 1-0 face à Luton. Oh là là, le cœur et la raison qui se battent là. Match nul contre Copenhague, 1-1. Putain. Donc on est éliminé de la Ligue des Champions. Et victoire à Luton 2-0. Ok, Mohamed. J'ai envie de... Non, mais c'est vrai, à chaque fois on se dit putain, allez, ils vont lâcher les chevaux, mais non. J'ai envie de dire 3-1 à Copenhague, en mode allez, il faut assurer, il faut rester dans la course à la qualif. Ouais, donc allez, je vais dire 3-1 quand même. Et je vais dire 2-0 face à Luton. C'est moi qui vais être le plus raisonnable. Faudra enregistrer ce que je vais dire. Bon, je sais que c'est enregistré. On va gagner contre Copenhague 2-0. On va perdre face à Luton. 2-1. Adam, je sais pas ce qu'ils t'ont fait, mais ils sont en train de me le tuer. On doit. Donc mais c'est bon, voilà. C'est ma vie que je pronostique une défaite. Ouais, je crois que la première fois, en tout cas, du podcast. C'est de ma vie. Même face à City. Attends, il a pronostiqué victoire face à City et défaite face à Luton. Face à City, je t'ai argumenté dans le. Là, Et là, c'est quoi l'explication, si t'en as une ? Tu le sens pas. Ouais, là, je commence à redevenir raisonnable, là, c'est bon. Donc, voilà. Donc c'est là-dessus et sur cette. Optimiste face à Copenhague. C'est là-dessus et sur cette terrible nouvelle de la perte d'optimisme d'Adama que se finit ce podcast. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes. Donc sur que ce soit Twitter, Facebook, le site internet si vous voulez voir, et le forum. Je vous invite aussi à faire un petit follow, un petit like et un petit commentaire pour le podcast, ça nous aide et c'est gratuit. Donc je vous remercie d'avance et je vous souhaite une bonne semaine qui sera chargée émotionnellement pour les fans de Manchester United. Une bonne semaine et à bientôt. Bye. Salut.